Je vous ai proposé un petit récap la semaine dernière et ça y est, on est reparti dans une séance de torture mentale pour les quelques semaines à venir. Retrouvez mon analyse du premier épisode de la saison 3 de Westworld avec les points importants et les nouvelles pistes lancées par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Donnez-moi vos théories dans les commentaires, c'est parti, générique. Jusqu'ici, les références étaient assez vagues au niveau du générique. En général, quelques détails étaient saupoudrés pour nous laisser comprendre le thème global de ce qui nous attendait. Dans ce nouveau générique, les choses sont assez claires. Un aigle vu de dos s'envole. Comme dans les deux précédentes saisons, un fil tisse la structure d'un androïde du parc, mais cette fois, le fil a un tout autre sens. On découvre une cellule vivante qui bouge avec en transparence des silhouettes dans un univers désertique, un peu à la manière du parc original de Westworld. Un corps d'androïde remonte du fond de l'eau avec l'aigle qui fait face à une soufflerie. On retrouve encore une fois l'expression du prisonnier qui essaye de s'extraire de son carcan. Le corps plongé dans l'eau se dédouble et un peu à la manière de la chapelle Sixtine, les deux corps se rapprochent jusqu'au contact de l'index. L'aigle se rapproche du réacteur et au centre de ce réacteur, on retrouve le même cercle qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'épisode. Une sorte d'éclipse ou un négatif de la Terre sous forme numérique. Au moment où les deux corps entrent en contact, on découvre qu'il ne s'agissait que d'un reflet et la main réussit à sortir de l'eau. Une marguerite, qui s'étiole à l'air libre, dévoile la structure de l'ordinateur central Rehoboam. Les choses se précipitent, alors le corps sort de l'eau, la cellule se divise comme un embryon et l'aigle commence à se rapprocher de plus en plus de la source de chaleur. Comme dans le mythe d'Icare, la structure de l'aigle fond alors que l'androïde se décompose pour dévoiler sa vraie nature mécanique. La sphère informatique révèle une cité en transparence et un corps constitué d'androïdes et noyé dans un liquide rouge couleur sang. Un générique qui ne promet pas de bonnes choses pour la pauvre Dolores et quelques sous-entendus façon Matrix dont je vous parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine. Le début d'épisode nous met immédiatement en condition. Un des actionnaires de la société et ancien employé d'Insight sert de lien avec la saison précédente pour nous rappeler les événements du parc et les conséquences sur la société. Il est riche, il est puissant, il est impitoyable avec ses employés, comme sa femme d'ailleurs. Dolores se faufile à l'intérieur du domicile, un peu à la manière d'un épisode de Saw, pour mettre au point une petite mise en scène destinée à ce personnage insupportable. Elle le met face à ses méfaits, face aux méfaits de la société et face à son crime contre sa précédente épouse. On découvre donc dès le départ de la saison une Dolores présentée comme un ange vengeur qui rétablit la justice dans le monde. Elle profite de cette mise en scène pour obtenir des documents primordiaux sur la société, très certainement pour pouvoir l'infiltrer et la détruire de l'intérieur. Elle poursuit son plan quelques dizaines de minutes plus tard et très certainement quelques années après, en jouant le rôle de petit ami d'un homme d'affaires riche qui va révéler son nom un peu plus tard, c'est Liam Dempsey Jr., le fils du fondateur de la société Insight et de l'ordinateur surpuissant Rehoboam. Dans une discussion avec les amis de Dempsey, elle évoque une partie du cerveau humain d'ailleurs, le noyau accumbens, qui est une zone liée au système de récompense selon elle aux croyances de l'être humain. J'ai aussi retrouvé avec plaisir Tommy Flanagan de Sons of Anarchy, qui a un peu vieilli d'ailleurs dans le rôle d'agent de protection et homme à tout faire de Dempsey. Ce Martin Connells n'aura pas vraiment une fin agréable, mais au moins continuera à le suivre avec la conscience d'un autre mystère. Je vous laisse mettre votre petit billet sur quel hôte aurait pu se retrouver dans ce corps. J'ai absolument aucune idée, je tenterai même pas ma chance personnellement. Avant de se faire griller par la sécurité, Dolores se sert de l'attirance que peut avoir Dempsey pour elle, pour récupérer des informations stratégiques sur les preneurs de décision de Delos ou d'Insight. Je termine sur un détail. Je pense pas que je suis le seul à avoir remarqué la ressemblance dans la scène de gunfight avec Trinity, mais je trouve que les références à Matrix commencent à s'accumuler de manière assez flagrante. En tout cas, les pièces sont en place sur l'échiquier, Connell s'est infiltré à une position stratégique, Dolores a obtenu les informations qu'elle cherchait, et j'en viens justement à la suivante, Charlotte est à la tête des opérations. Là, j'avoue que quelques détails me posent problème. Charlotte, à sa sortie du parc, devait normalement porter en elle la conscience de Dolores. Or là, on retrouve une toute autre Charlotte, qui n'est pas la vraie bien sûr, parce que le cadre de direction de Delos est bel et bien morte, mais de qui peut-il bien s'agir? Elle fait son entrée en général d'armée et rejoint un conseil d'administration restreint où elle ne semble pas vraiment être la bienvenue. Ça ne l'empêche pas en tout cas de s'imposer rapidement en faisant taire littéralement la seule voix qui pouvait s'élever contre elle. Le sujet de la fermeture du capital de Delos est alors posé sur la table. Il s'agit de la sortie du marché financier de la société et donc du retrait de toutes les actions qui ont trop souffert des événements dramatiques de la fin de la saison 2. La seule voix qui pourrait la mettre en difficulté a l'air d'être celle de William, qui s'est visiblement mise au vert de ses activités d'actionnaire principal de la société Delos. Tessa Thompson est donc bien de retour, mais qui se cache derrière les traits de cette prédatrice dangereuse de la société de Delos? À en croire les trailers qui ont été publiés, on peut légitimement croire que c'est Teddy qui a eu droit à une petite escapade en dehors du parc, mais personnellement je crois pas du tout. La conscience de Teddy, en passant dans la vallée de l'au-delà, a été effacée, et à moins de récupérer une précédente sauvegarde, son retour semble plutôt improbable. En fait, pour tout vous dire, j'ai même triché, parce que sur le site IMDb, dans la partie casting de la série, l'acteur n'est marqué présent que dans 20 épisodes des saisons 1 et 2. Il apparaît plus depuis 2018,
Contrairement à Tandy Newton par exemple, qui est au moins validé pour les 8 épisodes de la 3e saison. Peut-être que c'est seulement sa conscience qui est de retour, mais je reste sur ma position, un autre que Teddy est dans le corps de Charlotte. Les 5 sphères, qui referment les consciences d'hôtes ou des sauvegardes d'êtres humains, restent encore une partie mystérieuse. On sait que celle de Bernard, 2 autres sont dans le corps de Charlotte et de Connells, Dolores a peut-être récupéré la sienne pour sécuriser ses données, elle a très certainement sauvé celle de son père pour garder la clé de la forge, et je ne fais que des suppositions et je vous laisse aussi me proposer les vôtres, juste histoire de m'amuser. C'était aussi un mystère dans les différents trailers de cette saison 3, le personnage qu'interprète Aaron Paul se dévoile un peu dans ce premier épisode, avec un très long passage qui dévoile les pans importants de sa vie bien déprimante. Donc on sait que Caleb est un ancien soldat qui a connu des épisodes visiblement traumatisants pendant ses années sur les champs de bataille. Il aurait aussi visiblement perdu au combat un frère d'armes qui s'appellerait Travis, et il rend visite à sa mère qui est à l'hôpital à cause de problèmes neurologiques. Sachant que les maladies sont toutes curables dans le monde de Westworld, comme on le sait depuis quelque temps, elle n'est pas touchée par la maladie d'Alzheimer, elle aurait donc eu un accident qui affecterait sa mémoire puisqu'elle ne reconnaît plus son fils. Accident de voiture, agression, AVC, en tout cas, Caleb reste impliqué dans la vie de sa mère, un point noir de plus dans une existence déjà bien terne. D'ailleurs, on découvre grâce à lui un nouveau système de traitement psychiatrique en utilisant la voix d'un proche disparu pour aider le malade à se dévoiler un peu plus que s'il parlait à un thérapeute. L'idée a l'air bonne, sur le principe, mais le contexte de collecte des informations est tellement incrusté dans la société que je comprends les réticences de Caleb à se livrer à son pote de l'armée disparue. Le seul moyen qu'il a trouvé pour se libérer l'esprit a l'air d'être cette application mobile qui recense tout un tas de missions sélectionnables, un peu à la manière d'un chasseur de primes. Il y a tout, des missions de transport, de collecte, de représailles ou d'assassinat. Caleb essaye de garder un cap et se limite à des missions qui ne mettent pas en danger la vie des autres. Une de ces missions va d'ailleurs le rapprocher du destin de Dolores, qui était en plutôt mauvaise posture. Ou au moins, c'est ce qu'elle essayait de laisser paraître. Notre Boy Scout réussit à sauver la vie de celle qui menace tout simplement la race humaine, mais il n'en sait absolument rien pour le moment. Comme je le disais la semaine dernière dans mon petit récap, le nom Caleb est issu de la Bible et c'est un contemporain de Moïse. La phrase qui qualifie son parcours aux côtés de Moïse, c'est « Il m'a suivi constamment ». C'est donc un de ses fidèles, un homme simple, qui fait partie du peuple et qui est capable de prendre des décisions, mais aussi quitter le troupeau quand le moment est venu. Il est aussi qualifié de courageux et est capable de tenir quand beaucoup ont tendance à abandonner. On retrouve exactement le comportement de Caleb dans cet épisode, il est modeste, fidèle, courageux, et même à la limite de l'inconscience dans certains moments. Même si de loin ça ressemble à du courage, au final c'est plutôt pour moi une espèce de réflexe d'autodestruction. J'ai passé pas mal de temps sur les 3 premiers personnages, et je ne vais pas vous tenir la jambe pendant 3 heures parce qu'il reste quelques détails à aborder. Bernard, reconstitué par Dolores, est donc bien sorti du parc, mais il a l'air de se planquer loin des drames de Westworld. Mais malgré ses efforts et son retour à des activités plus manuelles, il est rattrapé par son histoire et 2 collègues tentent de le capturer pour le remettre aux autorités. À entendre Charlotte, c'est Bernard qui porte le chapeau de tous les drames qui sont produits dans le parc. On a sauvé l'honneur de Ford et utilisé un fusible encore vivant pour protéger la société. La deuxième possibilité, et je pense que c'est le plus probable, Dolores a laissé vivre son adversaire mais a sécurisé la partie en le rendant impuissant puisqu'il est recherché pour meurtres multiples. Bernard a une particularité par contre, il peut visiblement activer une conscience informatique annexe, un peu comme le BIOS d'un ordinateur pour remplir les missions assez utiles dont il est totalement incapable. Que ce soit pour établir un diagnostic, libérer la violence et la puissance de son corps d'androïde, ou d'autres trucs bien pratiques j'imagine à l'avenir. Je reparlerai un peu plus tard du passage de la fin de l'épisode, mais il nous dévoile un des secrets les mieux gardés depuis le début de la série, à savoir la localisation exacte de l'île qui abrite les parcs de la société Delos. Il sera donc de retour sur les lieux du crime, et comme on a pu le voir dans les différents trailers, il s'y rend pour retrouver un autre, encore inconnu, qui pourrait lui servir dans sa mission, reste à savoir lequel. La société Insight est encore un mystère, et elle vient à peine d'être dévoilée qu'elle nous pousse à imaginer les théories les plus folles. J'ai une idée bien tordue que je vais essayer de développer pendant les semaines qui viennent, si mes idées se confirment, mais en tout cas, un premier détail m'a mis la puce à l'oreille. Les écrans de transition, qui évoquent les divergences, reprennent ce cercle noir qu'on retrouve dans le générique de cette 3e saison. À la périphérie de ce cercle, il y a une infinité de points noirs qui représente très certainement une série d'épisodes de la vie quotidienne de ce monde actuel, dans lequel Dolores vient de faire son arrivée. Si on reprend ce terme de divergence et qu'on recherche sa définition au niveau informatique, on trouve quelque chose qui nous rapproche des thèmes du film Matrix. Donc en informatique, une divergence est un nouveau logiciel créé à partir du code source d'un logiciel existant dans un système. Si on part du principe que cette définition est la bonne, ça veut dire que les divergences sont des ajouts au système existant de nouveaux programmes qui n'existaient pas jusque-là et qui proviennent d'un autre logiciel. Donc je résume. Dolores, Charlotte, Bernard, qui n'existaient pas dans ce monde et qui ont été créés dans Westworld, sont introduits dans un autre système. Mais est-ce que ce système est bien physique et est analysé par l'ordinateur principal de la société Insight? Ou alors, on se trouve face à un autre système qui serait logiquement protégé par un antivirus, comme tout bon programme informatique? Je suis curieux de voir ce qui va en sortir et j'ai remarqué un ou deux détails qui vont dans ce sens,
mais j'attends d'en être sûr pour les exposer dans une autre vidéo. J'en parle depuis le début de cette vidéo, la société Insight fait son entrée dans le scénario et elle semble être distincte de la société Delos. Même si les deux entités sont visiblement liées entre elles, leur fonction est visiblement différente. Delos avait pour but, derrière le paravent du parc de loisirs pour riches, de récolter une partie des consciences et des pires penchants de quelques élites de la société pour créer un double de leur personnalité dans un but pas vraiment clair. Delos avait donc une mission de collecte microsociologique, élitiste et même transhumaniste, si on en croit les motivations premières de John Delos, qui était de sauvegarder son esprit pour le reproduire dans un autre corps et donc atteindre l'immortalité en quelque sorte. À en croire les détails qui sont révélés dans cet épisode principalement par Liam Dempsey Jr., il semblerait que ce que fait Insight est bien plus intrusif et nettement moins humaniste. L'ordinateur surpuissant créé par Dempsey Senior avait pour but d'analyser les données récoltées un peu partout sur la totalité des habitants connectés de la planète pour essayer de prédire leur comportement et ainsi anticiper tous les événements qui pourraient se produire pour les modifier en cas de nécessité avant qu'ils se produisent. Le truc, si je suis la logique de ce que je vous disais précédemment, en combinant les deux entités informatiques, la superstructure qui venait d'être formée était littéralement capable de créer une copie parfaite émulant la société en un point précis de la temporalité. Une sorte de simulation en temps réel de ce qui pourrait se produire avec tout un tas de consciences balancées dans un programme. Un peu comme des Sims qui seraient plus ou moins libres et qui pourraient être orientés à volonté grâce à une tonne de connaissances récoltées dans la réalité au préalable. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais les références à Matrix sont bien trop nombreuses pour qu'il n'y ait pas un twist de ce genre. Surtout, sachant que la saison est annoncée par Nolan et Joy comme beaucoup plus basique et accessible. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir si je vais trop loin ou si vous avez vu la même chose que moi. La fin de l'épisode est riche en révélations importantes. On savait que le parc de Westworld se trouvait à proximité des côtes chinoises. Grâce à des sous-titres un peu trop généreux, des coordonnées avaient été dévoilées. Le parc devait donc se situer au niveau des îles Spratly, dans l'archipel des Philippines. Bernard, fin d'épisode, décide de retourner sur les lieux du crime à la recherche de quelque chose, mais on ne sait pas qu'il se trouve à ce moment-là aux Philippines, et plus précisément au niveau du port Rizal, qui fait partie de l'archipel des Palawan. Il montre alors une carte à un pêcheur local et lui montre une île précise sur une carte des Philippines. Comme vous pouvez le voir, on reconnaît sur cette carte, là où Bernard pointe son doigt, une île en particulier, et cette île présente plusieurs points intéressants. D'abord, que la zone indiquée est divisée en 6 zones distinctes, et donc ça correspondrait à la présence des 6 parcs, à savoir le premier parc de l'Ouest américain, le parc médiéval, l'Antiquité romaine, le parc Raj, le parc médiéval japonais et le parc de la Seconde Guerre mondiale. Le second détail, et c'est peut-être une simple coïncidence, mais je retrouve dans la division des parcs la forme de la cellule qu'on découvre dans le générique de cette 3e saison. En tout cas, l'endroit indiqué est cohérent puisque cette zone est une zone de tension entre la Chine et ses voisins et le gouvernement chinois a déjà commencé aujourd'hui à construire une barrière de sable artificielle pour regrouper certaines îles et donc créer une super île qui leur appartiendrait. On savait que l'armée chinoise était liée aux activités d'Delos avec les événements de la saison 2, mais là, tout devient concret et on sait à présent exactement où situe l'île qui regroupe les 6 parcs. Je vais faire court parce que ce n'est qu'une scène post-générique. Si vous avez été assez patient, vous pouvez voir que Maeve est toujours dans la course, mais en même temps, c'était pas un secret parce qu'elle apparaissait dans les différents trailers de cette saison. Elle se réveille dans une vieille bâtisse et n'a pas l'air de savoir où elle se trouve. Elle est dans la même pièce qu'un soldat allemand attaché qu'elle était logiquement en train d'interroger. Un peu perdue, elle essaye de savoir ce qui se passe et en ouvrant les volets, elle découvre qu'elle se trouve dans un village perdu au milieu des collines avec l'armée allemande qui a l'air de regrouper toute la population locale avec violence et par la force des armes. C'est assez étrange parce que les bannières nazies sont déjà en place, donc les soldats ne viennent pas d'arriver. Il semblerait que Maeve se réveille en plein milieu d'un événement important et que le calme de ce village, pourtant sous l'occupation allemande, est bouleversé. Peut-être parce qu'elle aurait fait prisonnier un soldat allemand, ou alors pour une toute autre raison. Quoi qu'il en soit, on la voit prendre la fuite avec Hector dans les trailers de cette saison, donc je pense que ce moment n'est que le point de départ de la fuite précipitée de la pauvre Maeve qui se retrouve tristement, encore une fois, prise au piège dans un des parcs de la société Delos. Elle était morte à la fin de la saison 2 et n'avait pas réussi à atteindre la vallée de l'au-delà. Son corps aurait donc été récupéré pour être réintégré dans le programme. Mais pourquoi remettre en course un hôte aussi dangereux qu'elle? Je pense qu'on l'apprendra très rapidement et j'attends vos théories avec impatience. Voilà pour ce qui me semblait important de rappeler avant de commencer à nous torturer le cerveau dans les semaines à venir. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos théories dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour une analyse bien complète de chaque épisode. Pour que d'autres voient la vidéo, il est nécessaire d'ajouter un petit like et de me proposer un commentaire, même si c'est juste pour dire bonjour. Je réponds à tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc je vous rappelle encore une fois la sainte litanie de YouTube, un like, l'abonnement, la cloche. Venez sur Twitter et sur Instagram et on se retrouve rapidement pour une autre vidéo sur un autre sujet ou pour une analyse du prochain épisode. Vous êtes sur BeChill, c'est Aurélien, à très bientôt les amis.